Zap Crypto. Tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Et pour me soutenir, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer le prochain Zap Crypto. Bonsoir la cryptosphère, et comme d'habitude on se retrouve avec notre Fear and Greed Index côté crypto qui se trouve toujours dans la peur à 28. Du côté des marchés US, on s'enfonce un peu plus dans la zone de peur aujourd'hui à 34. À croire qu'à trop attendre le rallye de Noël, ça finit par déprimer. Allez, je vous retiens pas plus longtemps, on se retrouve demain pour un nouveau Zap Crypto. Installez-vous confortablement, votre Zap va commencer. Je vous souhaite une excellente soirée, bonne vidéo à tous. C'était Zap Crypto. Le Bitcoin est mort, la famille. La crypto est morte. C'est terminé. Voilà ce qu'on peut lire dans les médias du monde entier. Voilà ce qu'on peut entendre dans les médias du monde entier. Les repas de Noël cette année vont être très marrants quand on va devoir expliquer à sa famille que le Bitcoin a fait moins 75%, que les altcoins ont fait moins 90%, certains moins 95%. C'est dur. Maintenant, la question qu'on peut se poser... Est-ce qu'ils ont pas un peu raison? Est-ce que c'est pas terminé? Parce qu'après ce qui s'est passé avec FTX, on a eu le Luna juste avant, il y a même actuellement une légère inquiétude, une toute petite inquiétude au sujet de Binance. Inquiétude que je n'alimente pas, je sais absolument pas ce qui se passe là-bas. Après, on va pas se mentir, FTX, ça fait beaucoup de mal à tout l'écosystème crypto. On a reculé de plusieurs années. Je suis pas le seul à le dire, même CZ de Binance le dit. La période est compliqué, on va pas se mentir, la période est compliquée pour quasiment tout le monde. Il y a le bear market, il y a la récession, il y a la coupe du monde. Aïe aïe aïe, c'était dur la coupe du monde, c'était dur la coupe du monde. Je sais pas pour vous, mais moi à titre personnel, je boycotte tout ce qui touche au foot actuellement. Je prends une petite pause. Ok, je reviens à mon sujet, la crypto est-elle vraiment morte? Parce que je veux dire, une récession, un bear market et plusieurs autres choses, chaque jour une nouvelle qui nous rapproche du bas. Les politiques, les médias, les amis, la famille, tout le monde est convaincu que les carottes sont cuites, que les cryptos, c'est arnaque sur arnaque. Je vais me mouiller et je vais vous dire ce que je pense personnellement. Je ne pense pas, je ne crois pas que le Bitcoin et la crypto soient morts. Les personnes qui en sont convaincues aujourd'hui ont exactement le même profil que les gens qui disaient la même chose en 2018, en 2014, en 2012. Ma phrase est un peu chelou, mais je sais que tu l'as capté. Après ça, la prochaine nouvelle, on a la Colombie-Britannique qui suspend l'électricité pour le minage de crypto-monnaies. Honnêtement, c'est imbécile. Pourquoi? Parce que, évidemment, le minage va se diriger vers les autres provinces. Et si le Canada viendrait à bannir complètement ou à suspendre le minage partout, il va se déplacer ailleurs, dans d'autres pays, et les autres pays vont en profiter. Je ne comprends pas encore que ici, en 2022, on ne voit pas l'opportunité de laisser cet écosystème-là grossir pour taxer, faire de l'argent, faire plus d'argent, quand c'est une industrie émergente. Les systèmes cloud d'Amazon, de peu importe, ça prend autant d'énergie que la crypto. C'est ça qui est complètement stupide. Les gens vont dire, c'est ben trop énergivore. Ouais, mais tous nos systèmes cloud, tu penses que c'est entreposé dans quoi? Dans une boîte de céréales? Ben non. Dans des systèmes comme ça qui sont aussi énergivores. Et c'est un peu la même chose que le pétrole. Hein? Le pétrole, on en produit, mais pas trop. On pourrait en produire beaucoup plus de façon très écologique. Mais non, on le fait pas au Canada, c'est trop polluant. On préfère l'acheter dans des pays qui, eux, n'ont rien à battre de l'environnement. Donc, on va aller l'acheter là-bas, ça paraît bien. Nous, on fait nos petites affaires. Vous voyez le ridicule de ça? C'est la même chose avec la crypto. Ça va se rediriger ailleurs, simplement. Parce que le Bitcoin, tu ne peux pas le bannir. Tu ne peux pas bannir le Bitcoin. Donc, ça, ce que ça va faire, c'est que ça va déplacer pas le problème, mais le minage ailleurs. Comme en Chine, quand ils l'ont banni, ben, ils sont tous partis au Kazakhstan. Ça s'est régénéré là. Parce que c'est profitable de faire du minage, donc les gens se sont relancés ailleurs. Pas plus compliqué que ça. Donc, c'est une nouvelle qui est dommage pour le Canada, parce que pour la Colombie-Britannique, c'est une décision politique, vraiment politique. Là. Il n'y a pas d'autre raison que ça. Et c'est dommage. C'est dommage, mais que voulez-vous? Les gens qui sont dans l'industrie vont simplement se diriger peut-être en Ontario, au Québec, en Alberta, peu importe. Ils vont aller ailleurs et ça va faire profiter les autres provinces. Donc, c'est aussi plate que ça. C'est dommage, mais c'est la vie. Et la nouvelle du jour, guys, que je voulais vous parler, c'est quand même assez incroyable. Il y a des adresses Bitcoin de Quadriga CX qui ont bougé au courant du week-end, de vendredi dernier. Et ce qu'on sait par rapport à ça, c'est que c'est plus de 100 Bitcoin.
Ok, maintenant parlons de tout ceci. On a Caroline Ellison, la PDG, plutôt ancienne PDG d'Alameda Research, qui est en charge de l'une des plus grosses fraudes de l'histoire. Elle coopère désormais avec les États-Unis. Il semblerait alors que les États-Unis veuillent vraiment poursuivre Sam Bankman-Fried, seulement lui visiblement. Et Sam, soit dit en passant, il a été extradé vers les États-Unis dernièrement. Il est sous la juridiction des USA actuellement. Il ne peut plus s'en échapper. Il n'y a pas d'échappatoire. Il est enfermé aux États-Unis. Et Caroline Ellison, elle, est en train de le sacrifier encore un peu plus tous les jours. Bien sûr, il est certainement le plus responsable de ce qui s'est passé avec Alameda Research, FTX, etc. On a pu confirmer tout ceci avec les documents judiciaires qu'on a pu voir passer ici et là, mais elle n'est pas innocente non plus, certainement pas innocente du tout. Mais d'après cet article, ce qu'ils en disent, c'est que l'accord de plaidoyer, parce que le truc c'est qu'en fait elle s'est arrangée avec le ministère de la Justice aux États-Unis visiblement, et tout ce qu'elle avait à faire c'était d'acquitter la caution de $250 000, de remettre ses documents de voyage et de confisquer ses avoirs, ce qui est, qu'on se le dise, extrêmement doux comme sanction par rapport à ce que certains autres criminels avec des actions similaires auraient pu subir auparavant. Donc voilà, le PDG de BitMEX, Arthur Hayes, rappelez-vous, sa caution à lui était de $10 millions et il n'a commis des délits aucunement aussi graves que ce qu'elle a infligé au monde des crypto-monnaies. Alors voilà, selon cet article, comme je vous disais, cela l'acquitte de tout ce qu'on retenait contre elle, sauf les violations criminelles en rapport aux taxes, mais ceci à condition qu'elle coopère pleinement avec le bureau du procureur américain. Alors, je sais vraiment pas si c'est 100% correct, à prendre avec des pincettes encore une fois, ça me semble vraiment étrange qu'étant donné la gravité de ce pourquoi elle a été accusée et la gravité de cette fraude en général, le fait qu'elle s'en aille simplement en vendant la peau de Sam et en coopérant avec le bureau du procureur américain, franchement ça me paraît un peu gros, ça peut pas être vrai, enfin j'espère vraiment, on finira de toute façon par avoir toute la vérité les gars, mais c'est ce qu'on sait pour le moment. Pourquoi est-ce que je vous propose de nouveau une vidéo tuto sur les masternodes Flux alors qu'il n'y a pas si longtemps que ça, je vous ai réalisé une vidéo tuto complète de A à Z pour monter votre propre node? Eh bien, premièrement, car suite à cette vidéo, j'ai eu pas mal de retours de personnes qui, malgré le tutoriel, avaient toujours du mal à configurer leur machine virtuelle et donc leur propre masternode. Car il faut bien l'avouer, c'est pas à la portée de tout le monde de se débrouiller avec les invités de commande, de gérer tout ce qui est commande sous Linux, sous Ubuntu, quand on est habitué à du Windows ou du Mac. Et donc effectivement, il y a des personnes pour qui cela reste relativement compliqué, même avec un tutoriel, de monter son propre masternode. Ajoutez à cela que depuis la sortie de la vidéo, il y a eu pas mal de changements également chez les fournisseurs de VPS, avec notamment des fois les vitesses qui ne conviennent plus au niveau des SSD, au niveau des processeurs, et on se retrouve avec pas mal de personnes qui ont loué des VPS, qui malheureusement n'ont pas les capacités suffisantes que pour héberger un node. Et deuxièmement, je sais que pour une partie de la communauté, certaines personnes vont préférer ne pas payer directement avec des euros et donc des monnaies fiduciaires, mais plutôt directement en crypto-monnaie ou alors avec des prélèvements sur les intérêts qui vont être générés. Et ça, effectivement, ça fait également partie des différences. Dans ma précédente vidéo, il fallait obligatoirement avoir un compte chez un provider et donc payer tous les mois, tous les 6 mois, toutes les années avec des euros. Ici, dans le cas de cette vidéo, le but c'est justement de payer directement en crypto-monnaie sans devoir justement aller rechercher dans nos euros. Voici donc pourquoi j'ai décidé de tourner cette vidéo. Ici, le but c'est d'avoir vraiment une technique le plus user-friendly pour déployer votre node sans se prendre la tête et surtout sans devoir directement avancer des euros. Ensuite, on a la filiale Exaion du groupe EDF qui gère déjà plus de 200 nœuds de validation sur 5 blockchains dont Ethereum, Tezos ou encore Avalanche, qui va désormais proposer une plateforme destinée aux entreprises souhaitant mettre en place facilement des nœuds de validation. Et finalement, on a Visa qui annonce qu'il travaille sur le développement d'une solution de paiement automatique sur Ethereum. En gros, si cette solution est mise en place, les tiers de confiance qui sont aujourd'hui les banques qui effectuent les virements automatiques pour leurs clients pourraient être remplacés par un smart contract qui générera automatiquement ces paiements que l'utilisateur aura lui-même définis. Enfin, pareil, il y a Bank of Africa qui est une banque qui permet de faire des transferts interpays en Afrique, qui fait recours à la blockchain pour faciliter aussi les transactions de ses clients à l'international. Donc, ce serait vraiment pour faire des transferts d'un pays vers un autre pays. Ils sont dans plusieurs pays en Afrique et ils vont utiliser la technologie blockchain. Et voilà, ça continue à se développer quand même au niveau des différents projets.
Arketic est désormais public, c'est-à-dire qu'ils étaient en testnet jusqu'à présent. Maintenant, ils sont en mainnet et ça veut dire quelque chose. Je vous en ai fait la liste. Déjà, c'est qu'il y a naturellement un nouvel Explorer qui va venir reprendre l'intégralité des transactions du réseau et qui va vous permettre d'avoir plus de visibilité sur les différents oracles qui sont connectés, toutes les différentes chaînes et également tous les rewards, tout le fonctionnement en fait du réseau. Je vous rappelle que pour l'instant, le réseau n'est pas encore décentralisé. C'est Arketic qui va créer l'organisation Arketic et qui petit à petit va décentraliser le réseau en donnant toute la gouvernance aux utilisateurs et aux gens qui détiennent leur token, le token UCO. Les amis, Arketic, c'est un projet qui est très complexe. Quand on va dans le blog, on le voit, il y a plein d'updates techniques très complexes. En fait, ce qui me plaît dans Arketic, c'est que les mecs ont une vraie expertise technique. Et il y a vraiment quelque chose d'intéressant dans ce projet. Les mecs sont très nombreux, c'est un projet très technique, il y a des ambitions qui sont énormes, donc naturellement, le risque y est. Mais ce sont des Français qui, jusqu'à présent, arrivent à livrer, qui se financent depuis plus de 7 ans et qui sont toujours là. Et donc, c'est pour ça qu'on continue à bosser avec eux et qu'on est content de donner de la visibilité. Il y a ensuite l'AE Web, d'ailleurs, les amis, le site internet d'Arketic, quand vous allez dessus, est directement sur leur blockchain. C'est-à-dire que leur site internet est un proof of concept, une preuve de concept que ça fonctionne. Il y a un outil qui va sortir bientôt qui va permettre à plein de sites internet de passer dans l'ère du Web 3 avec des authentifications directement de par leur wallet, dans des authentifications Decentralized ID, c'est le but. Et surtout, ça va coûter beaucoup moins cher au niveau de l'hébergement. Encore une fois, rapprochez-vous des équipes d'Arketic. Il y a plein de choses. Ils ont développé un SDK qui est un development kit qui permet à énormément de développeurs de pouvoir construire des solutions sur cette chaîne. Et il y a évidemment une marketplace d'NFT qui arrive très bientôt. Pour faire très simple, toutes les fonctions de base d'une blockchain que l'on cherche dans une blockchain vont être implémentées très bientôt. Il y a eu un tokenomics rework complet. Regardez tout ça, regardez le fonctionnement. Il y a un gros changement par rapport à la précédente vidéo. On l'avait annoncé, ils l'ont fait entre deux. Et ils vont lister l'UCO sur pas mal de plateformes centralisées. C'est pas le moment d'annoncer des listings sur les exchanges centralisés, mais ça arrive. De la même façon, ils ont levé 2 millions de dollars il y a 2 mois. 2 millions d'euros, pardon, excusez-moi. C'est une très bonne nouvelle parce que il faut qu'ils puissent continuer à développer pendant le bear market et ils ont maintenant les moyens de développer pendant tout 2023. Et ils sont en train de bosser sur énormément de choses. Ils veulent pouvoir permettre certaines intégrations dans tout leur écosystème qui permettent de s'authentifier sans mot de passe. Et moi, j'attends la première fois où on va pouvoir s'authentifier sur un site internet avec une ledger. Et ça me ferait kiffer de ouf par une authentification avec le réseau vénal. Ça, ce serait le réseau veineux, pardon, excusez-moi. Ce serait incroyable, les gars. Je voulais maintenant vous parler de Sangocoin, pas de Sango... Enfin, à chaque fois, c'est pas Sangoku, attention. Sangocoin, c'est une crypto qui devait être lancée par la République Centrafrique. Ça devait être lancé là sur la fin d'année et a priori, ça va être décalé. On rappelle, il lance une sorte de sidechain, du coup une blockchain un peu en parallèle, mais connectée au réseau Bitcoin pour faire le lien, la conversion Bitcoin vers le Sango. Et il y a eu une levée de fonds, je pense, il y a quelques temps, et finalement ils vont essayer de décaler tout ça. Honnêtement, je suis très très sceptique vis-à-vis de ces cryptos et de la technologie qui sont en train de lancer. Ça aurait pu être un jeton sur le réseau Ethereum, ça aurait pu être autre chose, là, de lancer sa propre blockchain, sa propre sidechain pour lancer une crypto-monnaie d'un état, je trouve ça vraiment limite. On a vu que l'effet cantillon est un effet pervers de la création monétaire et que ça en fait quelque chose de particulièrement injuste. La création de nouvelles monnaies dévalue les unités de monnaie existantes et surtout cette dévaluation n'affecte pas tout le monde de la même façon. Ceux qui sont les plus proches de la planche à billets en bénéficient de façon exorbitante par rapport au reste de la population qui voit son pouvoir d'achat volé par une petite minorité de cantillionnaires. Et ce phénomène est encore plus flagrant aujourd'hui avec les monnaies fiduciaires parce que ces monnaies n'ont aucun coût de production et donc les banques centrales ont tendance à en imprimer des quantités toujours plus grande. On a vu aussi que sur le long terme, le système Bitcoin n'a pas d'effet cantillon, puisqu'après un certain temps, il n'y a plus de création monétaire et que personne ne peut changer sa politique monétaire. Et enfin, on a vu qu'en tant que premier système monétaire sans effet cantillon, Bitcoin pourrait devenir un jour une référence monétaire globale qui agira comme une sorte de trou noir en attirant vers lui toutes les monnaies inférieures. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous voyez la création monétaire comme quelque chose d'acceptable ou est-ce que vous pensez comme moi que la création monétaire est fondamentalement injuste intrinsèquement et qu'un meilleur système est enfin devenu possible grâce à l'invention de Bitcoin ? Comment a commencé MiCA ? D'abord, c'est la Commission européenne qui a consulté le secteur pour savoir, j'aimerais bien faire une réglementation des marchés de cryptoactifs, j'ai plein de questions. Voici mes questions, quelles sont vos réponses pour m'aider ? Ça, c'était 2019-2020.
Le temps de dépioter les réponses. Septembre 2020, la Commission européenne propose un projet MiCA, vraiment le premier projet de réglementation Markets in Crypto Assets, également en phase de consultation du secteur, où on peut dire le régime des stablecoins, ça semble quand même super strict. La liste des PSAN, oui, c'est cohérent avec le fonctionnement du marché, etc. À ce moment-là, les autres institutions européennes, Parlement européen et Conseil de l'Union européenne, se saisissent de la proposition de la Commission européenne, font leur amendement en disant oui, ça aussi c'est bien, ça c'est moins bien, proposent leur version, ce qu'on appelle le texte de compromis. Donc il y a le texte de compromis du Parlement européen, le texte de compromis du Conseil de l'Union européenne. Donc on se retrouve avec 3 textes à ce moment-là, Commission européenne, Conseil, Parlement. Les 3 institutions se mettent autour de la table et c'est là que commencent les trilogues, parce qu'il y a 3 versions de MiCA et il faut aboutir qu'à une seule. Donc le trilogue concernant MiCA s'est terminé donc en juin, au moment, et c'est pour ça qu'on a parlé d'un accord politique, au moment où les institutions européennes sont mis d'accord sur, grosso modo, qu'est-ce que serait MiCA. Mais à ce moment-là, on n'avait toujours pas le texte drafté. On avait les grandes lignes. On savait que la DeFi serait exemptée, que les NFT ne seraient pas par principe dans MiCA, que le régime des stablecoins serait abominable. Bon, en gros, c'était ça. On va creuser tous ces sujets après, voilà. Mais au moins, tu avais ces grandes lignes-là. Okay. On a la vision politique en juin 2022 de ce que serait MiCA, c'est-à-dire les institutions européennes sont mis d'accord. Ils ont continué à travailler. Donc là, on était plus sur des échanges techniques pendant l'été, mais qui avaient déjà commencé avant avec les discussions politiques. Le but, c'est que maintenant, on est en train d'adopter MiCA. Il y a eu une première phase d'adoption par le Conseil de l'Union européenne et par une des commissions du Parlement européen, la commission Econ. Maintenant, il faut présenter en plénière du Parlement européen et au Conseil. C'est la grande salle qu'on voit avec tous les députés. Okay. Voilà. Souvent vide, mais c'est l'étape finale. Voilà. Là, on aura l'adoption définitive. Quand c'est adopté définitivement... Et ça n'a pas encore eu lieu. Il n'y a pas eu encore le vote en salle plénière de MiCA. Non, a priori, mais normalement, on retouche plus le texte. C'est ça qui doit être voté. Exactement. Qu'est-ce qui se passe si c'est rejeté, si c'est pas voté? Alors, il faut retravailler. Ensuite, il y a peu de chances que ça arrive. Parce que justement, peu de chance parce que par rapport au process, le trilogue qui a eu lieu, justement, c'était pour se mettre d'accord. Ensuite, c'est l'adoption. Si la vision politique est bien traduite techniquement dans le texte qui est adopté, il y a très très peu de chances que ça se passe. Est-ce que les événements FTX, Terra Luna et Tutti Quanti pourraient du coup inciter les députés à dire non, en fait, on rejette celui-là et on repart parce qu'on veut quelque chose de plus contraignant? Encore une fois, à part quelques parlementaires européens que l'on connaît un peu sceptiques sur le sujet, ceux qui se sont exprimés ont plutôt rappelé que MiCA était un cadre tout à fait adapté et suffisant. Trainibio qui nous dit pour finir que Amazon est la toute première compagnie à avoir perdu 1000 milliards de dollars de market cap. Bravo, bravo. Donc après avoir perdu plusieurs milliards dans son divorce, notre ami Jeff, il perd 1000 milliards dans son entreprise de cotation en bourse. Donc je pense que lui, il est niveau bear market, il a connu un divorce c'est un vrai spartiate. Je pense que c'est notre ami Jeff, c'est un vrai spartiate. Alors, comme vous pouvez voir, l'inflation au Canada stagne. Elle stagne depuis d'ailleurs le mois d'août dernier. Donc, on est passé de 7% à 6,8% en 4 mois. C'est loin, loin, loin d'être encourageant pour la Banque du Canada, mais aussi pour les Canadiens qui, évidemment, sont les victimes de ces hausses de prix. Pour ce qui est des marchés, les marchés s'attendaient à une hausse de 6,7% pour ce qui est de la hausse annualisée au mois de novembre. Nous avons eu droit, comme je viens de vous le mentionner, à une hausse de 6,8%, donc au-dessus des anticipations du marché. Encore une fois, pas très, très positif. Maintenant, si on regarde au niveau des données mensuelles, donc de ce côté-là, c'est peut-être un peu plus encourageant avec une hausse de 0,1%. Par contre, les marchés, eux, s'attendaient à aucune hausse, donc à 0% de hausse du côté des données mensuelles, donc d'octobre à novembre. Bien sûr, une hausse de 0,1% annualisée, ça nous donne 1,2%. Par contre, lorsqu'on prend les 3 derniers mois et qu'on annualise la moyenne des 3 derniers mois d'inflation, eh bien, ça nous donne 3,6%. Donc, on est encore au-dessus de la cible de 2% de la Banque du Canada. Donc, c'est vraiment décourageant pour ce qui est du plus récent rapport d'inflation.
Alors on va faire un petit peu de macro aujourd'hui parce que la raison du rebond hier, une des raisons en tous les cas, c'est la confiance du consommateur. Alors l'excellente nouvelle de la journée d'hier, c'est que finalement le consommateur allemand va moins mal puisque ça remonte gentiment comme vous pouvez le voir sur le graphique à l'instant. Eh bien vous voyez que finalement c'est moins pire pour l'instant. Alors quand on regarde un petit peu la tronche du graphique, ça fait un moment qu'ils sont déprimés en Allemagne et finalement ça va un petit peu moins pire que le mois précédent. Alors il faut bien retenir ce mot, hein, c'est moins pire. Le marché est content parce que c'est moins pire. Une des justifications de la hausse d'hier, c'est les résultats de Nike, les résultats de FedEx qui étaient excellents. Ils étaient excellents, oui, mais ils étaient nettement moins pire que les attentes catastrophiques des analystes. Hein. Donc on a expliqué hier, quand un analyste il vient faire il a très très peur, il vient baisser les attentes pour pas être trop déçu. À force de baisser les attentes, eh bien finalement vous laissez une marge de manœuvre assez spectaculaire pour battre les attentes. Mais finalement quand vous battez les attentes en remontant du fond des gorges de l'enfer, eh bien c'est jamais très très bon non plus. Mais peu importe, c'est une question d'interprétation. Aujourd'hui, hier, on a fait moins pire. On a fait moins pire sur la confiance du consommateur en Allemagne. On a fait moins pire sur les chiffres de FedEx. On a fait moins pire sur les chiffres de Nike. Moins pire que ce qu'on avait peur de faire. Donc finalement, c'est pas si grave. Ça va un peu mieux. Je sais pas si ça va un peu mieux ou c'est juste une question d'interprétation. Mais en tous les cas, pour l'instant, les gens étaient contents que ce soit moins pire en Allemagne. Quand je regarde le graphique, c'est pas non plus super encourageant. Alors on a l'impression de revenir du fond du gouffre, soit, mais c'est pas non plus la panacée, on va dire. Au niveau du DXY, en weekly, on voit qu'on est en train bien d'enfoncer. Encore une fois, il va falloir être patient. Est-ce qu'on va break la partie basse? Pour rappel, hein, la semaine dernière, je vous avais dit qu'il fallait casser en dessous de ce niveau-là et valider en dessous. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vous avais dit ça, je crois, jeudi dernier, et derrière, on avait ravalé en 2 jours totalement la bougie pour clôturer au-dessus du break-off structure. Bon, bah là, est-ce qu'on va faire pareil? Est-ce qu'on va break en dessous, ce qui serait plutôt bon signe pour le long terme, sur lequel on dirait qu'on est en train de valider vraiment un retournement de tendance. Donc oui, on aurait un retracement supérieur avant de faire une continuité baissière, mais ça n'empêche que c'est la grande jambe baissière qui nous intéresse, on n'est pas pressé, c'est 2023 que l'on joue, 2024 que l'on joue, donc on prend son temps, et comme d'habitude, on analyse ce qui risque de se passer sur le long terme. Allez, on commence par l'analyse du Bitcoin et on va être assez rapide, je pense, parce que il n'y a pas eu beaucoup de mouvements depuis 2-3 jours. On est toujours sur ce fameux niveau des 16 800 dollars. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a récupéré le niveau pivot que je vous avais, dont je vous avais parlé lundi. Regardez que ce niveau en pointillé qui matérialise donc ici une zone de résistance, ici une zone de support. Et là, depuis quelques jours, on était en résistance et là, pour l'instant, on l'a repassé en support. Alors, ça reste très très léger, hein, c'est vraiment du court terme, mais voilà, on s'est au moins affranchi de ce niveau-ci, et pour moi, les probabilités maintenant sont de revenir chercher le haut de ce range, donc à 17 300, 17 400 dollars à peu près. Si on regarde un petit peu la situation sur le 4 heures, on voit bien justement qu'on est repassé au-dessus donc de cette zone de résistance, hein, qu'on faisait ici comme résistance, ici vous voyez comme support, voilà, alors, globalement on retrouve la même chose qu'on voyait sur le daily, et là vous voyez, alors c'est très léger, hein, il manque pas grand chose pour qu'on fasse ça, et hop, qu'on redevienne sous la résistance, mais pour l'instant ça tient, et donc le plus probable c'est de poursuivre à la hausse vers le haut du range, donc 17 300, 17 400 dollars. Il est vrai qu'on commence à essayer d'entrevoir, de trouver des espèces de patterns, de retournements, des divergences, etc. Mais partez du principe que ce sera pas du gâteau, en réalité, de passer cette énorme résistance ici des 20 000 dollars, qui est historiquement, enfin ça va pas être de la tarte. Hein, j'essaie de faire court le truc, mais ne pensant pas que ce sera facile d'aller là-dedans. En somme, il est vrai qu'on va peut-être être tenté d'acheter, en fait. S'il y a une remontée, je ne dis pas le contraire, c'est clairement ce que j'encadre personnellement. Hein. Je pense que si nous n'avons pas de catalyseur, on viendra pas chercher les précédents lots, c'est très personnel. Mais pour le coup, ici, il y aura peut-être une décision à prendre. Hein. C'est pas complètement délirant de protéger son capital d'investissement, de prendre un hedge position sur les 20 000 dollars, ou entre les 19 200 et 20 000 dollars si vous voulez, mais les stops seront relativement serrés, parce que ça va être très difficile à passer. Si on vient accepter, clôturer et travailler en weekly au-dessus des 20 000 dollars, pour le coup, beaucoup diront qu'on a un signal très puissant de retournement à l'image de 2018. En réalité, on serait ici. C'est ça que beaucoup attendent.
Hein, beaucoup le regardent, ça. En ce moment, ça se tourne beaucoup, en fait, sur les vidéos. Je les regarde et je prends beaucoup de plaisir à les regarder. Je pense à Vincent Gagne, par exemple, qui va chercher des informations très précises, très chirurgicales par rapport à ces vidéos. Je prends plaisir à les écouter en podcast, hein, sans pour autant regarder les vidéos, puisqu'on comprend à peu près ce qu'il y a sur les graphiques. Mais je trouve ça très intéressant et c'est clairement ce qu'on attend. Et est-ce que ça sera différent ou pas? Sachant que c'est rarement différent et on peut, dès lors, essayer d'encadrer ce type de choses. Donc, tous les dips sont menés à être rachetés et c'est ce qui est en train d'être fait. Il faut pas se mentir, hein. Tous les dips tendent à être rachetés actuellement. On continue à les racheter. Vous voyez ici, on rachète le dip, on fait une pattern de retournement, on fait une spéciale un petit peu, hein. C'est très connu d'avoir ce type de pattern ici. Vous les voyez tout le temps, hein. Ici, par exemple, on vient chercher la liquidité, on fait le pullback et puis d'ailleurs, on va aller chercher un nouveau sommet, entre guillemets, pour aller chercher un haut de range. C'est très connu, quels que soient les time frames, qu'on peut éventuellement identifié. Voilà, je voulais pas vous mettre du mauvais côté du mouvement, je continue à encadrer. Alors on me dit que je suis un permaboule, je suis foncièrement haussier sur le Bitcoin, bien évidemment, je ne serai jamais baissier sur le Bitcoin. Il faut commencer à rentrer un petit peu ici quand vous faites du on-chain ou ce type à rentrer un petit peu dans les transactions, à essayer de les traquer, essayer de les suivre pour essayer de comprendre éventuellement où ont pu aller ici tous ces BTC là. On va regarder du coup la numéro 5 là parce que c'est intéressant de voir quelles sont actuellement ses positions et pour le coup vous le voyez que la numéro 5 elle est flat depuis extrêmement longtemps. En fait, depuis le départ, ce wallet, il a été créé en mars 2022 et il n'a pas bougé. Il n'y a pas eu ni vente ni achat. Vous le voyez ici, la thune, elle est arrivée même en février, le 1er février. Et puis depuis, il n'y a pas eu grand-chose. On pourrait voir d'où elle est arrivée, etc. Est-ce que c'est d'un autre wallet? Ici, n'hésitez pas à faire l'espion un petit peu. La blockchain a ceci de fabuleux que, elle nous permet éventuellement d'aller voir tout ce qu'il est donné de voir en termes publics. Ici, vous le voyez par exemple, moins 10 000 BTC, notre ami la baleine numéro 11, est-ce qu'elle est vendeuse ou pas? Baleine numéro 11, elle a quand même 55 000 BTC, donc du coup, ici, vous allez voir éventuellement les transactions, vous voyez où ça a été posté, et effectivement, étant donné que ce wallet est chez Bitfinex, on peut imaginer que ces 10 000 BTC ont été effectivement positionnés à la vente, et vous le voyez ici, donc potentiellement que cette baleine-là avait 65 000 BTC, que désormais, elle a vendu un bon 15-20% de son wallet, donc ça vous permettra de réfléchir ici à des potentialités, vous le voyez qu'ils avaient été achetés à 24 000 $, hein. En tout cas, on peut imaginer que c'est le cas. 30 000. Donc là, on a quelqu'un qui s'est pris une branlée quand même, puisque il est rentré à 32 000, 29 000, 24 000, à peu près pour 10 000 BTC, 11 ou 12 000, peut-être même plus, 20 000. Et là, il a été vendeur à perte de 10 000 BTC à 20 700 $. Voilà. N'hésitez pas à aller vous balader un petit peu comme ça sur les adresses. Je trouve que ça donne des informations relativement intéressantes. Également, le total market cap est en phase critique puisque on est actuellement sur un support qui date de 2018, c'était l'ATH de 2018 et pour l'instant, c'est un support encore, mais si on pète ça à la baisse, juste avec une clôture, on est très proche de le péter à la baisse. Road to ici, regardez ça, 409 qui est le prochain support. Il y a littéralement que dalle avant, en tout cas graphiquement, et ce serait une chute de, si on part d'ici, environ 46%. Il faut que ce support tienne. Prions Jésus, ou Allah, ou selon certains BFM TV. Alors, on arrive ici sur le site internet qui s'appelle alphabot.app. Donc, on le mettra généralement dans la description de la vidéo. C'est un site extrêmement intuitif et facile. Donc, alphabot.app, il se présente de cette manière. On peut connecter, ce n'est pas une obligation, mais son wallet. Par exemple, ici, moi, j'ai mon wallet qui est connecté. Mais ce que je vais présenter aujourd'hui ici, c'est comment est-ce qu'on est au courant des prochains mints et des mints intéressants. Et si tu vas sur l'onglet à gauche, tu retrouves l'onglet Calendar, de Mint Calendar, donc le calendrier des prochains mints. Si on clique dessus, tu vas avoir un calendrier, en l'occurrence ici, du mois de décembre. Le jour de la vidéo est enregistré le 13 décembre. Donc, qu'est-ce qu'on a? Tu es ici et on voit sur la partie droite de l'écran tous les mints avec les projets, mais aussi l'heure. Donc ça, c'est très intéressant. Et si je te montre, par exemple, quelque chose qui se passe le 16 décembre, excuse-moi, on a un mint, parce que tous les jours, il n'y a pas des mints intéressants, mais on a par exemple Helix. Alors, si je clique sur le jour en l'occurrence, je vais avoir jeudi 15 décembre
alors à partir de minuit, je vais avoir tous les mints. Et ici, je te prends un exemple avec 2 mints ce jour-là qui sont intéressants. À 15h, il y a Oldeus et Elixland. Elixland, c'est un projet NFT dont j'ai déjà parlé depuis plusieurs mois dans le canal Telegram, en partie gratuite et en partie premium, parce que j'avais conseillé à ta communauté d'obtenir une whitelist, et notamment on avait des NFT gratuits, donc j'avais conseillé de faire les 2-3 petites tâches. Et là, eh bien, il y a les lands qui sont à minter à 18h comme tu le vois. Ce qui est intéressant, c'est que si je clique sur le projet, je vais avoir déjà des informations extrêmement pertinentes. Qui sont quoi? Eh bien, on voit l'heure. Alors, il faut savoir qu'en mint NFT, on parle généralement comme un launch d'une crypto. On parle généralement avec un langage particulier qui est le time horaire international. Donc, parfois, on va te dire 9 AM ET, et donc tu dois savoir que c'est 9h du matin, mais il faut rajouter plus 6 heures pour avoir avec l'heure française. Ici, non. C'est-à-dire que ça prend ta time zone, donc on voit 15 décembre, 18h, et tu as des informations, comme je te disais, intéressantes, qui sont déjà, la supply de ce projet-là, c'est 20 000 NFT à minter. Tu as le prix du mint qui est à 0,15, et puis, généralement, ici, tu vas avoir des liens également intéressants qui vont tout de suite t'amener sur le Twitter du projet et sur le Discord du projet, sur lequel tu retrouves évidemment des autres informations plus détaillées et qui vont te servir. Alors, si tu cliques par exemple sur si tu cliques sur une des premières ici, alors, donc comme si on clique sur le premier lien, j'ai d'autres infos capitales qui sont l'introduction par rapport au projet et par rapport au mint dont on parle. Donc je retrouve évidemment la supply des 20 000 NFT dont on a parlé tout à l'heure, le prix de 0,15, et j'ai ici déjà un résumé condensé. Si je ne sais absolument pas de quoi parle le projet qui va être minté dans X jours, eh bien Alphabot m'a préparé un résumé, m'a détaillé ce dont il s'agit. Goku Rito aussi qui nous apprend que l'Espagne a accordé 8 millions d'euros pour créer des jeux vidéo et des expériences métaverses. Donc intéressant de voir qu'un pays s'intéresse fortement au Web3 et au gaming. Contrairement à la France, c'est pas moi qui l'ai dit. Alors, ce zap t'a plu? Dis-moi en commentaire quelle est l'actu qui t'a le plus intéressé. Et si tu as manqué les actus d'hier, retrouve juste ici le zap crypto de la veille.